Il y a 40 ans, un stade de Mexico devenait le théâtre de l'une des soirées les plus douloureuses de l'histoire du football anglais, lorsqu'un seul attaquant argentin transforma un quart de finale de Coupe du Monde en légende. Une légende que les supporters anglais n'ont toujours pas vraiment réussi à laisser derrière eux. Aujourd'hui, 4 décennies plus tard, les fantômes de cet après-midi se réveillent, car l'Angleterre et le Mexique s'apprêtent à se retrouver dans la même enceinte, cette fois avec tout le poids géopolitique de 2 nations, un marché des billets devenu fou et une querelle diplomatique entre Londres et Mexico suspendue au-dessus du match avant même le premier coup de sifflet. Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand de 52 ans qui a déjà dirigé Chelsea, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund avant de prendre les commandes des Three Lions, s'est présenté devant les journalistes cette semaine après la victoire arrachée par l'Angleterre face à la République démocratique du Congo. Et il a fait quelque chose qui a immédiatement déclenché les alarmes au Mexique. Il n'a pas célébré, il n'a pas vanté les chances de son équipe. Il a au contraire commencé par dresser une liste de problèmes, d'inquiétudes et de handicaps qui, en quelques heures, est devenue la déclaration la plus commentée de tout le tournoi au sud de la frontière. Le Congo avait en réalité ouvert le score très tôt contre l'Angleterre à Atlanta, prenant l'équipe de Tuchel à revers et l'obligeant à livrer une prestation nerveuse, irrégulière, loin de la promenade que beaucoup imaginaient. Il a fallu l'intervention d'un héros familier pour sauver la soirée. Harry Kane a marqué 2 fois dans le dernier quart du match, d'abord pour égaliser, puis pour achever le retournement de situation, dépassant au passage une marque autrefois détenue par Pelé, 13 buts en Coupe du Monde dans sa carrière, dont 5 dans ce tournoi seulement. Cette remontée porte aussi un poids historique particulier, puisque l'Angleterre n'avait plus gagné un match à élimination directe en Coupe du Monde après avoir été menée depuis 1966, l'année même de son unique titre mondial. Pour une équipe qui a parfois paru vacillante cet été, Kane demeure la seule certitude sur laquelle Tuchel peut s'appuyer, et l'entraîneur l'a dit sans ambiguïté. Il n'existe aucun scénario dans lequel son capitaine ne débute pas. Cette victoire a envoyé l'Angleterre vers un choc du dimanche soir face au Mexique, pays co-organisateur, dans l'immense stade de la capitale, officiellement rebaptisé Mexico City Stadium pour les besoins du tournoi, même si tout le monde continue de le connaître sous son nom historique. C'est sur cette même pelouse que Diego Maradona avait effacé la moitié de la défense anglaise et le gardien dans une course que beaucoup considèrent encore comme le plus grand but de l'histoire de la Coupe du Monde, et c'est là aussi que la fameuse main de Dieu a scellé une rivalité qui ne s'est jamais vraiment effacée de la mémoire anglaise. Plutôt que de s'abandonner à cette nostalgie, Tuchel a utilisé sa conférence de presse pour expliquer pourquoi il estime que son équipe avance vers un piège. Le cœur de sa plainte tient en un mot: l'altitude. Mexico se situe à plus de 2100 mètres au-dessus du niveau de la mer, une hauteur qui, selon les spécialistes, exige généralement 1 à 2 semaines d'acclimatation progressive pour que le corps d'un athlète puisse fonctionner à pleine capacité, principalement parce qu'il faut de temps pour produire davantage de globules rouges et compenser la raréfaction de l'air. L'Angleterre, elle, ne disposera que de quelques jours entre 2 matchs pour s'adapter, ce que Tuchel a décrit comme tout simplement impossible à surmonter dans un délai aussi court. Le Mexique, de son côté, a disputé presque tout son tournoi en altitude, que ce soit dans la capitale ou à Guadalajara, donnant à El Tri un avantage physique intégré qui s'est traduit par un parcours parfait à domicile. Aucune défaite dans cette enceinte depuis le début du tournoi et une série en cours de 6 victoires consécutives. Tuchel a bien tenté d'adoucir le tableau en rappelant que son groupe était arrivé tôt aux États-Unis et avait effectué un stage en Floride précisément pour s'adapter à la chaleur et à l'humidité, estimant que le climat en lui-même ne serait pas le facteur décisif. L'altitude, a-t-il insisté, relève d'un tout autre problème beaucoup plus lourd, impossible à effacer en quelques jours d'entraînement. Il a également évoqué les contraintes logistiques, soulignant que ses joueurs devront prendre l'avion pour rejoindre la capitale alors que la sélection mexicaine y vit pratiquement depuis des semaines, et il a reconnu être préoccupé par la capacité de son équipe à obtenir un vrai repos avant le coup d'envoi. Cette dernière remarque a eu un écho particulier au Mexique, car tous ceux qui suivent le tournoi savaient exactement à quoi il faisait allusion.
Quelques jours plus tôt, l'équipe nationale d'Équateur avait vécu précisément le genre de nuit blanche que Tuchel semblait redouter. Environ 1000 supporters mexicains s'étaient rassemblés devant l'hôtel où logeait la sélection équatorienne, dans le quartier de Santa Fe, à Mexico, et avaient entretenu pendant des heures une sérénade assourdissante, faite de tambours, de klaxons, d'autoradios poussés à plein volume, de motos lancées dans les tours et de feux d'artifice, le tout la veille d'un match à élimination directe cruciale. Les vidéos de la scène se sont répandues très vite en ligne, et la fédération équatorienne a réagi par une plainte formelle auprès des organisateurs de la Coupe du Monde, estimant que ce comportement contredisait frontalement les principes de fair play, d'équité et d'unité censés incarner le tournoi. Elle a demandé aux autorités d'être plus vigilantes à l'avenir et de prendre des mesures pour protéger la sécurité et le repos des équipes visiteuses, tout en ajoutant que sa véritable réponse à l'incident viendrait sur le terrain. Les autorités locales ont installé des barrières métalliques et renforcé la sécurité autour de l'hôtel. Mais la foule est restée pendant des heures, malgré tout, et la police n'a jamais réussi à dégager complètement le secteur. Tuchel n'a jamais cité l'Équateur, mais le lien était impossible à manquer pour quiconque avait suivi l'actualité de la semaine, et il est vite devenu le fil le plus viral de tout l'avant-match. La réaction s'est presque aussitôt divisée en deux camps. D'un côté, certains ont vu dans les propos de Tuchel une excuse préparée à l'avance, une manière d'amortir le choc si l'Angleterre venait à perdre dimanche. De l'autre, beaucoup ont estimé qu'il disait simplement la vérité sur un désavantage connu et très réel, sur lequel les équipes mexicaines et sud-américaines s'appuient depuis des générations, bien avant le début de ce tournoi. Malgré toute sa « choisis-toi » et plainte, Tuchel a terminé sur un ton plus combatif. Il a expliqué que son équipe s'attendait pleinement à rencontrer d'autres obstacles, mais qu'elle possédait l'état d'esprit nécessaire pour les traverser. Il a même concédé, presque à contre-cœur, qu'affronter le Mexique dans ce stade faisait partie des occasions les plus belles et les plus électriques que le football puisse offrir. Quand les journalistes l'ont poussé à comparer le match à venir avec les événements de 1986, il a esquivé, affirmant que son attention restait entièrement concentrée sur la rencontre tout juste terminée contre le Congo et que ses réflexions sur le Mexique ne faisaient que commencer. Il s'est montré plus précis sur les questions tactiques, abordant directement la dépendance de l'Angleterre à l'égard de Kane, après le doublé du capitaine contre le Congo, qui a évité une énorme désillusion. Tuchel a expliqué que si le score était resté défavorable un peu plus longtemps, son plan de secours aurait consisté à lancer un deuxième avant-centre, Ollie Watkins ou Ivan Toney, mais il a insisté sur le fait que toutes les versions de son plan de jeu reposent fondamentalement sur Kane en pointe. Il a aussi évoqué les pauses d'hydratation obligatoires, devenues récurrentes dans ce tournoi, en raison de la chaleur extrême dans plusieurs villes hautes, admettant que son équipe joue généralement mieux au retour de ces interruptions, même s'il déteste personnellement tout ce qui casse le rythme naturel d'un match. En dehors du terrain, la préparation de ce rendez-vous a été aussi chaotique que ce qui se passe sur le terrain d'entraînement, et les histoires parlent de moins en moins de football pour glisser vers l'argent, la politique et l'image nationale. Les prix des billets pour le choc Angleterre-Mexique sont devenus un véritable scandale à eux seuls. Une fois le contingent officiel de la FIFA épuisé, les tarifs de revente ont explosé, aussi bien sur la plateforme secondaire de l'organisation que sur des sites extérieurs, transformant ce qui aurait dû être une fête pour les supporters ordinaires en exercice d'exclusion financière. Des informations publiées cette semaine indiquent que certains sièges de catégorie 1 initialement vendus à un peu plus de 1 000 $ ont été remis en vente à plus de 30 000 $ une fois les frais ajoutés, soit une majoration d'environ 30 fois leur valeur initiale. Même les billets disponibles les moins chers dans la catégorie la plus basse tournaient autour de 3 500 $, avec les frais de revente de la FIFA, près de 12 fois leur prix d'origine. Les sites indépendants affichèrent des hausses similaires, avec certains des sièges les moins chers, encore proches de 4 000 $. Ce n'est pas un accident isolé, cela s'inscrit dans un schéma qui a marqué tout le tournoi autour du désormais tristement célèbre modèle de tarification dynamique de la FIFA,
qui augmente automatiquement les prix lorsque la demande grimpe, traitant les places de Coupe du Monde presque comme des billets d'avion. Ajouté à un format élargi à 48 équipes, qui a étiré la phase de groupe en un parcours plus long et plus inégal, ce système a poussé des critiques, en Amérique latine et au-delà, à accuser le président de la FIFA, Gianni Infantino, et la direction de l'organisation de privilégier l'extraction de revenus au détriment de l'expérience des supporters ordinaires, ceux-là même qui ont bâti les cultures footballistiques de ces pays. Pour beaucoup de fidèles de longue date, l'impression que la Coupe du Monde a glissé d'un événement culturel partagé vers un produit purement commercial contrôlé par les revendeurs, les marchés de Paris et les offres d'hospitalité n'a fait que se renforcer au fil du tournoi, et la frénésie autour des billets d'Angleterre-Mexique en est devenue l'illustration la plus nette. À la dimension sportive et à l'indignation sur les prix s'ajoute un nouveau frottement diplomatique qui a injecté une véritable tension politique dans l'approche du match de dimanche. Quelques jours seulement avant le coup d'envoi, le Foreign, Commonwealth and Development Office britannique a mis à jour ses conseils officiels aux voyageurs pour le Mexique, citant explicitement des risques liés à la criminalité et à la violence, ainsi qu'une hausse des signalements de vol de téléphones portables et de boissons droguées en lien avec le tournoi en cours. L'avis a désigné 11 États mexicains, pour la plupart situés dans le nord du pays, comme des zones exigeant une extrême prudence en dehors des secteurs touristiques, et a appelé les ressortissants britanniques, se rendant dans la capitale pour le match, à rester attentifs à leur environnement. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a répliqué publiquement et fermement, assurant que se rendre au Mexique est sûr et mettant en avant les mesures de sécurité supplémentaires déployées spécifiquement avant le match de dimanche. Elle a reconnu que l'atmosphère dans certaines parties de la capitale, notamment le long de l'avenue la plus prisée pour les rassemblements, était devenue exceptionnellement intense pendant le tournoi, et a indiqué que les autorités fédérales coordonnaient étroitement leur action avec le gouvernement local de Mexico pour gérer les foules et éviter les mouvements dangereux. En même temps, elle a été claire sur les limites du maintien de l'ordre face à une célébration de cette ampleur, soulignant qu'il est irréaliste d'attendre des policiers qu'ils contiennent entièrement des rassemblements, pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de personnes. Son message général est de rester conforme à ce qu'elle répète depuis le début du tournoi. Le Mexique a organisé ses matchs de Coupe du Monde en toute sécurité jusqu'ici, et le pays demeure une destination sûre pour les supporters étrangers, quelles que soient les mises en garde extérieures. Que l'on considère l'avis britannique comme une prudence nécessaire ou comme une pique diplomatique inutile, il a incontestablement ajouté une couche de friction à une affiche qui n'en manquait déjà pas. Il s'insère parfaitement dans un schéma plus large observé pendant cette Coupe du Monde, où la méfiance et les récits préconçus entre pays s'invitent dans la conversation footballistique bien avant que l'on parle tactique ou composition d'équipe. Pour le Mexique, dirigé par l'expérimenté Javier Aguirre, dimanche représente l'aboutissement d'un tournoi bâti presque entièrement sur le confort du domicile. El Tri a disputé l'immense majorité de ses matchs en altitude, devant des foules bouillantes, avec en plus l'avantage physique d'affronter des adversaires arrivés du niveau de la mer, avec seulement quelques jours pour s'adapter. Son accès aux huitièmes de finale est passé par une victoire solide et maîtrisée contre l'Équateur, construite sur des buts inscrits en première période qui ont vite mis le match sur de bons rails et permis au Mexique de gérer son avance. L'équipe arrive invaincue dans tout le tournoi, est porté par une série de 6 victoires consécutives à domicile, des chiffres qui renforcent encore le sentiment de destin autour de ce parcours, pour des supporters mexicains désespérés de voir enfin leur sélection franchir le mur des huitièmes qui la hantent depuis des années. Il existe aussi une dimension symbolique au match de dimanche, dont aucun des deux camps ne peut réellement s'échapper, qu'ils souhaitent en parler ou non. 1986 planent sur chaque conversation entre l'Angleterre et le Mexique cette semaine, non parce que les entraîneurs veulent l'y voir, mais parce que le stade lui-même refuse de la laisser partir. Chaque référence à la course de Maradona, chaque mention de cette main infâme, chaque comparaison tracée par les journalistes et les commentateurs entre hier et aujourd'hui ajoute une couche de pression à une rencontre déjà chargée d'enjeux.
Certaines voix parmi les supporters et les médias anglais ont déjà commencé à appeler leurs propres fans se rendant à Mexico à garder leur calme et à éviter d'offrir à Tuchel ou au récit général davantage de munitions, surtout après la très mauvaise réception internationale de l'incident de l'hôtel équatorien. Une prise de conscience grandit, au moins dans les cercles les plus réfléchis de la fanbase, que les scènes laides en dehors du terrain finissent souvent par éclipser ce qui se passe dessus, et qu'une répétition de la campagne de bruit observée avant le match de l'Équateur ne ferait que donner aux critiques de nouvelles preuves que le football dans cette Coupe du Monde relève autant de l'intimidation et du spectacle que du sport lui-même. Ce qui est clair à l'approche du coup d'envoi, c'est que ce match a déjà été façonné par des forces largement extérieures aux deux équipes qui entreront sur la pelouse. Des prix de billets absurdes, une polémique virale autour du bruit devant un hôtel, un désaccord public entre deux gouvernements, sur la sécurité et la reconnaissance brutale par un entraîneur d'un désavantage physique ont transformé un simple huitième de finale en l'un des récits les plus commentés de tout le tournoi. Quoi qu'il arrive, au tableau d'affichage dimanche soir, le bruit autour de ce match, au sens propre comme au sens politique, a déjà gagné sa place dans l'histoire de cette Coupe du Monde et il pose une question directe à tous ceux qui regardent encore attentivement. À mesure que le sport international s'en mêle toujours davantage avec la communication gouvernementale, l'économie des billets et les comportements viraux des supporters, le football est-il encore l'événement principal ou n'est-il plus que l'arrière-plan de tout ce qui se joue autour de lui? Il existe aussi un angle lié au pari qui résume à quel point ce choc précis est devenu imprévisible. Les bookmakers ont placé l'Angleterre comme légère favorite avant dimanche, mais de très peu, la plupart donnant aux Three Lions un mince avantage d'environ 54% de chances de se qualifier, selon des modèles construits à partir des marchés de paris dans les jours précédant le coup d'envoi. Cette marge infime montre le poids que les parieurs accordent à la question de l'altitude et à l'avantage du Mexique à domicile, même face à une sélection anglaise supérieure sur le papier sur le plan technique. Elle explique aussi pourquoi tant d'analystes neutres considèrent cette rencontre comme l'une des plus réellement imprévisibles de toute la phase à élimination directe, une rareté dans un tournoi qui a par ailleurs suivi des schémas assez prévisibles parmi les puissances traditionnelles. Le contexte du parcours anglais jusqu'ici compte également, car il n'a rien eu d'une marche tranquille vers les derniers tours. L'équipe de Tuchel a paru fragile par séquences tout au long du tournoi, ayant besoin de buts tardifs et d'éclairs individuels de Kane pour se sortir d'affaire à plusieurs reprises. Cette irrégularité a nourri un flux constant de critiques au pays, en Grande-Bretagne, où les consultants se demandent si cette sélection anglaise, sur le papier l'une des plus talentueuses de l'histoire du pays, est encadrée avec une clarté tactique suffisante pour être à la hauteur de sa qualité individuelle. Tuchel, de son côté, a largement balayé ses critiques en public, préférant présenter le bilan de son équipe à travers les résultats plutôt que les performances, en rappelant que avancer reste avancer, même lorsque cela se fait sans grande conviction. La préparation du Mexique portait elle aussi son propre poids d'attente, compte tenu de l'énorme pression liée à l'organisation conjointe du tournoi avec les États-Unis et le Canada. Aguirre, dans son deuxième passage à la tête de la sélection, a répété que cette génération possède une véritable chance de briser enfin le plafond des huitièmes de finale, qui enferme les campagnes mexicaines en Coupe du Monde depuis plus de 3 décennies. El Tri n'a plus atteint les quarts de finale depuis 1986, ce même tournoi à jamais associé aux exploits de Maradona contre l'Angleterre, et ce parallèle historique n'a pas échappé aux médias mexicains. Battre l'Angleterre dans le stade même où ce précédent avait eu lieu porterait un poids symbolique allant bien au-delà des 3 points ou de la qualification en jeu, et les commentateurs mexicains ont largement insisté sur ce récit toute la semaine. L'ambiance dans le stade devrait être l'une des plus bruyantes de tout le tournoi, un facteur qui ajoute une nouvelle dimension psychologique au défi anglais, au-delà de la fatigue physique liée à l'altitude. Les foules locales dans cette enceinte ont souvent été créditées d'avoir déstabilisé les visiteurs, et les organisateurs s'attendent à un stade plein, très largement acquis aux supporters mexicains,
car très peu de fans anglais ont pu ou voulu payer les prix de revente gonflés nécessaires pour obtenir une place. Ce déséquilibre dans les tribunes, en grande partie produit par la même polémique tarifaire qui poursuit le tournoi, pourrait compter autant que ce qui se passera sur le terrain, transformant ce qui devrait être un lieu neutre de phase à élimination directe en un véritable match à domicile pour l'un des deux camps. La gestion générale de ce tournoi par la FIFA continue d'être scrutée bien au-delà de la seule question des billets. Infantino fait face à des critiques grandissantes depuis la phase de groupe et jusque dans les tours à élimination directe au sujet du format élargi à 48 équipes, que de nombreux consultants accusent d'avoir dilué la qualité globale des premiers matchs, tout en faisant grimper les revenus télévisuels et de sponsoring de la FIFA à des niveaux records. Tout au long du tournoi, des rapports ont pointé l'augmentation des profits tirés des offres d'hospitalité, des droits de diffusion et de la tarification dynamique, comme la preuve que l'organisation privilégie de plus en plus la maximisation commerciale au détriment de l'accessibilité pour les supporters ordinaires, une tension qui s'est encore accentuée lorsque des affiches majeures comme Angleterre-Mexique ont poussé les prix de revente vers des sommets inimaginables. Cette critique résonne particulièrement en Amérique latine, où le football occupe depuis longtemps une place centrale dans l'identité nationale et où l'idée que le jeu devienne inaccessible aux classes populaires porte une charge émotionnelle très forte. Le débat sur la sécurité provoquée par l'avis aux voyageurs britanniques a également dépassé ce seul match, devenant une partie d'une conversation plus large sur la manière dont les pays hôtes gèrent l'équilibre entre fête et contrôle lors d'un tournoi de cette ampleur. Mexico a connu d'immenses célébrations de rue spontanées pendant la Coupe du Monde, notamment le long du grand boulevard de la capitale, où les foules ont atteint plusieurs centaines de milliers de personnes après les grandes victoires. L'administration Sheinbaum a défendu à plusieurs reprises sa gestion de ces rassemblements, les présentant comme une expression naturelle et largement positive de la fierté nationale, plutôt que comme un échec sécuritaire, alors même que des gouvernements étrangers, comme celui du Royaume-Uni, continuent de publier des mises en garde évoquant la petite délinquance et des préoccupations de sécurité liées aux foules. Cette tension entre chaos festif et prudence diplomatique ne disparaîtra probablement pas avant le coup d'envoi de dimanche, et elle reviendra presque certainement si le Mexique se qualifie et si les célébrations prennent encore plus d'ampleur avant les quarts de finale. Pour l'Angleterre, l'enjeu du résultat de dimanche dépasse également ce seul match. Une victoire enverrait l'équipe de Tuchel en quart de finale sur une voie très favorable vers les tours suivants, nourrissant au pays l'idée grandissante que cette génération, portée par l'efficacité intacte de Kane devant le but, pourrait enfin mettre un terme à la longue attente d'un deuxième titre mondial depuis 1966. Une défaite, en revanche, relancerait presque certainement les mêmes débats sur l'inconstance tactique et la gestion de l'effectif qui suivent Tuchel depuis sa nomination, et donnerait des arguments à ceux qui estiment que ces remarques d'avant-match sur l'altitude et les obstacles revenaient à préparer le terrain à ce type de dénouement. Quoi qu'il se passe après le coup d'envoi, une chose est déjà claire. L'affiche de dimanche est devenue plus grande qu'un simple match à élimination directe. Elle s'est transformée en référendum sur la manière dont le football moderne croise la politique nationale, l'avidité commerciale, la mémoire historique et la culture des supporters, tout cela entrant en collision dans l'un des deux stades les plus chargés d'histoire du sport. Entre le débat sur l'altitude, le scandale du bruit devant l'hôtel, l'indignation sur les prix des billets et la passe d'armes diplomatiques entre deux gouvernements, ce match a déjà produit davantage de titres hors du terrain que la plupart des tournois n'en génèrent du début à la fin. Et maintenant, enfin, il est temps de voir si le football lui-même peut être à la hauteur de tout ce qui s'est construit autour de lui,